Alors dans cette partie 7, on va s'intéresser maintenant à la fabrication du champ magnétique tournant. Voilà, qui va permettre de faire tourner le moteur synchrone qu'on a vu précédemment et qui marchera aussi pour le moteur asynchrone. Alors pour fabriquer le champ magnétique tournant, eh bien, la première technique, la plus simple qu'on va faire, c'est de considérer deux axes comme ça. Donc il va y avoir un axe horizontal, et puis on va faire un axe, voilà, on va l'appeler X, et puis un axe vertical, qu'on va appeler l'axe Y. Et ensuite, on va bobiner sur ces deux axes une paire de bobines ici, une paire de pôles, qui, quand il va passer du courant dedans, va créer du champ magnétique horizontal, c'est-à-dire sur l'axe OX. Alors, je vais dessiner ça. Donc moi, je veux quelque chose qui crée du champ comme ça, donc qui passe derrière, devant. Si je bobine comme ça, ou alors je le bobine comme ça. Bon, je le bobine d'une certaine manière. Je crois que c'est ça, il faut que je passe derrière. Je reviens devant et je repasse derrière. Bon, je fais juste 2 spires, mais il y en a beaucoup plus dans la réalité. Voilà. Et comme cette bobine me crée du champ qui est dirigé selon l'axe X, et bien le courant qui passe dedans, je vais l'appeler I1X de T. Ensuite, on pourrait mettre qu'une seule bobine comme ça, mais c'est bien qu'il y en ait deux, ça marche mieux. Donc on va faire la bobine symétrique ici, donc qui passe derrière, comme ça, devant, et derrière, et devant. Voilà, je prolonge un peu l'axe. Voilà, c'est bien pour vous montrer donc les spires devant et les spires derrière. Et là, donc pareil, on va faire circuler le même courant. Le même. Donc on va appeler IX de T. Donc cette bobine avec son courant X crée du champ comme ça, et celle-ci aussi pareil du champ comme ça. Donc les deux vont agir de concert pour créer ici, au centre, un champ magnétique qui est dirigé selon l'axe X. Voilà. Et pour que les deux courants soient vraiment égaux, eh bien la technique qui est utilisée, c'est de brancher les deux enroulements en série, comme ça on est sûr que les deux courants sont pareils. Voilà, donc ces bobines-là, avec le courant X, vont créer un champ horizontal. Ensuite, on va se doter de la même chose pour créer un champ vertical. Donc en fait, on va mettre le même système, là, mais qui a tourné d'un quart de tour. Alors ça va faire quoi? Ça va faire une bobine comme ça. Donc ça va être, si je dessine, il faut que je parte derrière. Ensuite, je reviens devant. Et je repars derrière, c'est ça que je voulais faire. Je me suis mal pris. Dessiner. Je vais refaire l'axe. Alors l'idée c'est quoi l'idée de cette chose? Si je pars comme ça, je fais plutôt comme ça. Derrière, devant, derrière. Voilà. Comme ça. Voilà, et là-dedans, dans cette spire-là, on va faire circuler un courant qu'on va appeler IY. Et ici, je vais mettre la même chose, donc un courant qui passe derrière, comme ça, qui revient devant, et qui repasse derrière. Voilà. Donc j'ai une bobine, cette bobine, quand le courant passe comme ça, mais ça va pas ce que j'ai fait là. Ça va pas. Il ne va pas ce courant Y parce que quand il circule, s'il passe derrière, devant, derrière si c'est bon, et si il passe derrière, devant, etc. Si il crée bien du champ comme ça. Voilà. Donc quand il y a du Y qui circule, eh bien ça crée du champ magnétique dirigé vers le haut. Très bien. Et pour que le courant soit les mêmes dans ces deux bobines, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire passer un peu à l'extérieur comme ça, et on les branche en série comme ça. Ça c'est le même courant qui circule dans les deux bobines. Donc on obtient deux enroulements. Et puis qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Alors eh bien il y a une loi très importante en magnétisme, c'est que le champ magnétique créé par deux sources de champ magnétique, c'est la somme des champs créés par chacune des sources
de champs magnétiques pris séparément. En gros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le champ magnétique que je vais avoir ici, que je vais appeler B, eh bien, il va être la somme d'un champ magnétique horizontal. Donc, pour bien voir ce champ magnétique horizontal, ben, je vais me donner ici ce qu'on appelle un vecteur unitaire sur cet axe-là. Voilà, qu'on va appeler petit i. Pas très bien. Oui, voilà. Et puis, le vecteur unitaire sur cet axe-là, on va l'appeler petit j. Voilà, celui-là il va mieux. Okay. Et donc en fait, le champ créé par le courant Ix, eh bien, il va être horizontal, donc il va être selon le vecteur I, comme ça, et il va être proportionnel à Ix, le courant qui passe dans les bobines noires. Donc proportionnel, je dis que ça va être K fois Ix, je ne précise pas trop. Donc ça c'est le champ créé par le courant dans la bobine noire, et puis je vais rajouter le champ créé par le courant qui circule dans les bobines rouges. Donc plus KY de T. Et là, le vecteur directeur, c'est J. Vecteur unitaire directeur, comme ça. Voilà, donc ce système permet de créer un champ magnétique qui va être la somme d'un champ magnétique horizontal et d'un champ magnétique vertical. Alors ensuite, comment je vais exploiter ça pour faire un champ tournant? Et bien, pour faire le champ tournant, on va prendre nos désirs pour des réalités, c'est-à-dire que moi je fais un champ tournant, c'est-à-dire à un moment, eh bien, je veux un champ, par exemple, qui soit comme ça. Donc on va appeler B, avec un angle θ. Et ce qu'on va faire, c'est que si on veut que le champ tourne, c'est-à-dire que θ va dépendre du temps. Ça veut dire que θ dépend du temps. Et en fait, θ, ça sera égal à, par exemple, oméga t. Donc oméga, ce sera la vitesse de rotation en radians par seconde, et qui multiplie le temps, c'est-à-dire que θ va croître au cours du temps, et le champ va tourner comme ça. Mathématiquement, on écrit comme ça. Donc le champ magnétique ici, ça sera un champ qui dépend du temps. Voilà. Et en fait, ce vecteur champ magnétique, on peut le décomposer en un champ horizontal et un champ vertical, hein, un BX et un BY. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Alors, comment on va les calculer, ces champs? Eh bien, ici, on fait une projection. Voilà. Et ici, on va avoir BX de T et BX de T. Alors, c'est un champ. Eh bien, ça sera quoi? Ça sera cette longueur-là, qui est en fait, par projection, égale à la longueur de cette flèche multipliée par le cosinus de θ. Donc, en fait, je vais écrire égale ici B cos θ fois I. Ensuite, la projection de B et de T sur l'axe des Y, ça donne ça. Ça va me donner ici un champ projeté que je vais appeler B, Y de T. Voilà, c'est la composante de B sur l'axe des Y. Et cette fois, pour obtenir la longueur de cette flèche, il faut que je prenne celle-ci, qui a pour longueur B, hein, sans flèche, et je multiplie par le sinus de l'angle. Donc celui-là, ça va être égal à B sinus θ fois J. Voilà, donc si je veux avoir le champ tournant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le B de T, on va écrire ici, il va s'écrire B sinus θ, B cosinus θ, I plus B sinus θ, J. J'ai oublié, qu'est-ce que j'ai oublié? Si, non, c'est bon. Et donc, qu'on peut écrire aussi B cosinus oméga t, puisque θ vaut oméga t I, plus B sinus θ, oméga t, on va mettre pareil, oméga t fois J. Et donc c'est là on voit que si on veut, donc ça décrit un champ tournant, et donc si on veut que le champ soit tournant, eh bien qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien on en déduit que la composante horizontale de ce champ doit être en cosinus, et donc doit correspondre au IX qui est ici. Et puis on peut faire la même chose, le BY qui est là,
pardon, le B selon l'axe Y qui est là, et bien il doit être proportionnel au courant qui est ici. Donc le résultat de tout ça, quand on met tout bout à bout, et bien on en déduit quoi? On en déduit que KIX égale à B cos oméga t, donc je retourne, enfin je saute une petite étape de calcul, hein, mais ça fait que X de t, qui va dépendre du temps, ça doit être égal à B cosinus oméga t sur K. Et Y, il doit être égal à B sinus oméga t sur K. Voilà, ça va être notre résultat. Ça. Donc avec ce dispositif, je peux très bien créer un champ tournant, parfaitement tournant, à condition que ix de t soit une fonction de type cosinus et y de t une fonction de type sinus. Une sinusoïde. Alors en fait, ça veut dire quoi ces deux sinusoïdes? Si on trace un axe comme ça rapidement, je pense que vous connaissez les fonctions sinus et cosinus. Hein. Donc on met le temps comme ça. Et la fonction cosinus, quand t vaut 0, ici on va mettre le 0, eh bien elle est maximale. Donc la fonction ix de t, que je vais faire en rouge, elle sera maximale pour t égale 0. Et puis elle va ensuite osciller comme ça. Donc elle va faire des ondulations. Et puis la fonction, alors ça c'est ix, pardon, c'est ix de t. Et iy de t, eh bien ça sera la même fonction, mais à t égale 0, eh bien le sinus vaut 0. Donc le sinus il est là, t égale 0. Et puis il est croissant, et il va se décaler comme ça, c'est-à-dire qu'il va être maximum là. Voilà, il va être, en fait, la fonction sinus, c'est la fonction cosinus, c'est la même chose, mais décalée dans le temps. Comme ça. Puis on va retourner à 0. En fait, sinus et cosinus, ce sont donc des oscillations, des sinusoïdes, mais donc là c'est y de t. Et elles sont décalées dans le temps, bien de combien ça? Ça c'est un quart de période en fait. Si vous connaissez un peu votre trigo, voilà, un quart de période. Donc la moralité de tout ça, c'est qu'on peut créer un champ tournant avec des bobines fixes, alimentées par des sinusoïdes déphasés de un quart de période. Et il faut que ces bobines aient des axes magnétiques qui soient perpendiculaires, ces deux paires de bobines. Donc ça existe, hein, c'est des moteurs qu'on appelle biphasés, parce qu'en fait il faut une phase et une sinusoïde, et il faut deux sinusoïdes pour créer le champ tournant. Ça existe. C'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, parce que voilà, ce qu'on utilise plus fréquemment, c'est les sinusoïdes triphasés, avec une autre configuration ici, qu'on verra juste après. Et en fait, donc, typiquement, cette configuration-là peut exister quand on a un système électronique qui fabrique ces sinusoïdes. C'est aussi le cas des moteurs asynchrones monophasés, où en fait, on a un enroulement principal qui crée le champ, mettons, vertical. Et le champ horizontal, il est fait par un enroulement auxiliaire qui est alimenté à travers un condensateur. Et quand on l'alimente à travers un condensateur, ça permet que la sinusoïde en courant de cet enroulement auxiliaire soit décalée dans le temps. Voilà. Et si elle est décalée, ça crée un champ tournant. Donc ça, c'est la fabrication du champ tournant par un système biphasé. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer comment on fait un champ tournant avec un système triphasé. C'est-à-dire avec, au lieu d'avoir deux paires de pôles, là, ou deux paires de bobines, on va en mettre trois, et au lieu qu'elles soient à 90 degrés l'une de l'autre, eh bien elles vont être à 120 degrés l'une de l'autre. Alors maintenant, je vais vous dessiner le système qui va permettre d'obtenir le champ tournant, non plus avec deux paires de pôles à 90 degrés, mais trois paires de pôles à 120 degrés. Alors je vais commencer par dessiner mes axes à 120 degrés. Donc on va faire un comme ça. Ensuite, le deuxième, donc on va prendre à peu près le bout, hein, le deuxième qui va être à 120 degrés, donc il part d'ici,
on va faire comme ça. Voilà, et le troisième comme ça. Voilà, les trois axes, on va les appeler cette fois X, Y et Z. Et normalement ils sont à 120 degrés, ça veut dire quoi? Que cet angle-là, là, il fait 120 degrés. Voilà, et celui-là fait 60, 60, voilà, on n'a que des angles à 60 degrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour créer le champ tournant? Eh bien, on va mettre donc trois paires de bobines, donc une comme ça, que je redessine, derrière, devant, derrière. Voilà, ah, je vais faire passer derrière. Voilà, et on va retrouver le courant IX qu'on avait défini tout à l'heure, avec donc c'est une paire de bobines, donc on en met de chaque côté comme ça. Je mets le même courant IX. Comme ça, donc les deux sont reliés ensemble, je ne fais pas la liaison, c'est pour éviter d'alourdir trop le schéma. Et ensuite, le vecteur directeur de cet axe, là, on va l'appeler toujours, hein, pareil, celui-là on va l'appeler petit i. Celui-là, on l'appellera, je vais faire en noir qu'on les voit mieux, parce que là, il se marche un peu dessus, on va faire noir par-dessus, petit i. Et donc, le B de t, le B qui va résulter de tout ça, ben, ce sera quelque chose qui est proportionnel à x, donc je mets kx de t, fois le vecteur i. Ça, c'est ce qui est créé par cette bobine-là. Et puis, il va falloir que, maintenant, je vais mettre ma paire de bobines sur l'axe y, comme ça. Alors, je vais la faire en rouge, comme tout à l'heure. Donc, en rouge, je suis comme ça. Donc, je fais derrière, devant, derrière. Et normalement, ça doit être bon. Le courant ici, on va l'appeler IY. Ici, je fais pareil, je fais derrière, devant, derrière. Et le courant ici, c'est Y de t. Donc je vérifie le courant, quand il tourne comme ça, il me crée bien du champ magnétique selon cet axe. Cet axe, eh bien, on va lui mettre son vecteur directeur qu'on va appeler J. Vecteur unitaire. Et donc je vais écrire ça là-haut. Si je complète ici, eh bien je vais avoir plus K IY fois J. Y de T, on va dire qu'il dépend du T, du temps, plus. Et enfin je vais mettre ma dernière bobine, et la dernière bobine, eh bien, je vais la faire en vert, sur cet axe-là. Et alors je prends celle-ci, je la tourne comme ça va faire du, normalement, derrière, devant, derrière. Ça. Et puis, ici, je vais faire pareil sur cet axe-là. Donc je fais derrière, devant et derrière. Voilà, le courant, je vais le faire tourner. Je crois que j'ai pas fait, j'ai pas respecté. Moi, ce que je veux. Ouais, du coup, là, j'ai un peu. Donc, je veux que ça tourne comme ça. Pour créer du champ dans ce sens-là, donc il faut que je mette le courant comme ça. Donc, celui-là, ça va être IZ de T. Et ici, on va mettre le même courant, IZ de T. Et donc à partir de là, eh bien, sur ma somme ici, je vais pouvoir ajouter plus K I Z de T fois le vecteur K. Attention, ce K n'a rien à voir, ça c'est une constante, ça va être mon vecteur K, qui va être le vecteur directeur de cet axe-là.
Ça, c'est un vecteur. Donc, je le mets comme ça. Voilà. Donc, avec ce système-là, et avec 3 paires de pôles à 120 degrés, on peut créer un champ comme ça, qui va être fonction de la somme de 3 vecteurs, un horizontal, un à 120 degrés, l'autre à 120 degrés, comme ça. Et là, je ne vais pas faire le calcul, mais on démontre que si IX, IY et IZ sont 3 sinusoïdes du triphasé, c'est-à-dire 3 sinusoïdes de même amplitude et chacune décalée dans le temps d'un tiers de période ou 120 degrés, eh bien on va montrer que le champ résultant ici va être un champ tournant. Voilà. Exactement, donc qui est analogue à celui qu'on obtenait avec le système biphasé qu'il y avait avant. Alors on peut se poser la question, pourquoi faire du triphasé alors qu'on peut le faire avec du biphasé? Eh bien la réponse à cette question, je pense que c'est parce que le triphasé se transporte mieux que le biphasé. Voilà. Il a certains avantages, le triphasé, et notamment il est moins coûteux en fil électrique pour être transporté. Et je crois qu'on doit même arriver à démontrer qu'il est moins coûteux aussi en bobinage dans les moteurs. Voilà, pour une raison qu'on ne peut pas aborder ici. Voilà. Donc je vérifie mes sens de courant. Ah non, mais celui-là, je me suis trompé. Celui-là, ah si, il fait comme ça, il tourne comme ça, et celui-là, il tourne comme ça, il fait bien dans ce sens-là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va étudier le réseau triphasé, c'est-à-dire ce qui permet de fabriquer comment on peut exprimer déjà mathématiquement ces sinusoïdes du triphasé, un peu sérieusement. Sans faire le calcul ici, parce que c'est un calcul assez compliqué. Hein. Montrer que ça fait un champ tournant, ça commence à faire quelques pages de calcul. Donc on va se l'épargner. Dans la partie 8, nous allons maintenant parler du réseau triphasé. Et avant de parler du réseau triphasé, eh bien, on va parler de sinusoïde, voilà, qui est l'élément constitutif du réseau triphasé, puisque le réseau triphasé sera composé de 3 sinusoïdes. Et donc, quand on veut décrire une sinusoïde, eh bien, la première chose pour les décrire, on utilise soit la fonction sinus, soit la fonction cosinus. Et moi, je vais prendre le parti d'utiliser la fonction cosinus. Donc, on va... Voilà. Pour parler de sinusoïde, il faut très bien connaître cette fonction y égale cos t. Alors, je vais vous rappeler les fondamentaux là-dessus. Donc, on fait un axe comme ça. Donc là, c'est le temps. Et le cosinus, eh bien, à t égale 0, voilà, c'est ici le 0, il est maximum et il vaut 1. Voilà, donc si vous regardez dans le cercle trigo, je vous ferai peut-être un bout de cercle trigo, puis ensuite, ça oscille comme ça. Voilà, ça c'est la fonction sinus. Donc le maximum en haut c'est 1, ici, et puis pareil 1. Une chose très importante, donc le t est exprimé en radians, ici, donc ça veut dire que la période complète, c'est un tour de cercle trigo, ça veut dire qu'ici, le chiffre qu'on a c'est 2π. Et en gros, la période de la sinusoïde, c'est-à-dire la durée qui va de là à là, ça dure 2π, c'est-à-dire 6,28 secondes, si on l'exprime comme ça. Voilà. Si la demi-période, ben, ça sera pi, 3,14, et on va le mettre ici, voilà, ici on a pi, et le quart de période, ici c'est pi sur 2. Voilà, alors maintenant on va voir comment on peut changer un peu cette sinusoïde, et notamment, au lieu d'avoir une sinusoïde qui évolue entre plus 1 et moins 1, ici, eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on doit modifier dans l'écriture, par exemple, si on veut que la sinusoïde évolue entre plus 10 et moins 10. C'est-à-dire, on va parler de plus 1, moins 1, là, ce 1, on va appeler ça l'amplitude de la sinusoïde. Et par exemple, si je veux que ça évolue entre plus 10 et moins 10, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette sinusoïde et je vais la multiplier par 10. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire y égale cos t, eh bien, je vais écrire y égale 10 fois cos t. Comme ça, quand cos t vaut 1, ben, je multiplie par 10 et le résultat, c'est que ça vaut 10. Donc, rien que le fait d'avoir mis cette écriture, ça me change l'amplitude de la sinusoïde. Ça veut dire que sur la crête ici, j'ai pas 1, mettons 1 volt, c'est des volts, ben maintenant je vais être à 10 volts. Et ici à moins 10. Voilà, donc ça, ce paramètre-là, c'est ce qu'on va appeler l'amplitude. Ensuite, on va regarder ce qu'on peut faire comme autre modif. Alors voilà, je vais vous l'écrire ici. Je vais écrire y égale, on va garder le 10, hein, pas de problème, il me va celui-là. Mais au lieu d'écrire cos t, je vais écrire cos 2t.
qu'est-ce que ça va changer si je mets 2 fois t au lieu de cos t? Alors, je sais pas que... Voilà, on va réfléchir un petit peu. Eh bien, par exemple, bon, si je fais t égale 0, ça fait 0 dans le cosinus, hein, 2 fois 0 égale 0. Et donc, je vais retrouver mon cosinus qui vaut 1. C'est-à-dire que ce point-là, il va encore être bon. Voilà. Par contre, quand je vais faire t égale pi, par exemple, c'est-à-dire ici, t égale pi. Voilà. Ben, le cosinus, là, il valait moins 1 et on avait moins 10. Et ben, maintenant que j'ai mis 2t, eh bien, si je fais t égale pi, ça fait 2pi. 2pi dans le cosinus, ça fait un tour complet de cercle de trigo, et en fait, je vais retrouver que le cosinus vaut 1. Donc, en fait, cette fonction-là, si je la fais en verte, voilà, celle-ci et celle-ci, elle est en rouge, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la verte, elle va être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle va osciller 2 fois plus vite. C'est-à-dire que quand je vais faire t, elle part ici de 1, quand je ferai t égale pi, elle sera de nouveau à 1. Et elle sera passée par moins 1 pour t égale pi sur 2. Donc en fait, ça va être une sinusoïde plus resserrée comme ça, qui va tomber, qui va passer par 0 à pi sur 4, là, qui va remonter comme ça. Et puis qui va finir par remonter là, et là. Bon, elle n'est pas très belle. Voilà. Et en fait, la période de cette sinusoïde, qui est ici, eh bien, au lieu que ce soit 2pi, ça va être simplement pi. Voilà, donc quand on fait ça, eh bien, on divise la période de la sinusoïde par 2. Alors ensuite, je vous laisse un peu prolonger ce raisonnement et voir que si au lieu de mettre 2t, j'avais mis 3t, eh bien, la période, au lieu d'être divisée par 2, elle aurait été divisée par 3, etc., etc. Et la question qu'on peut se poser, eh bien, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, par exemple, une sinusoïde qui, au lieu d'avoir une période de 2pi ou de pi, et une période de 1, c'est-à-dire la période dure 1. Et en fait, comme on partait d'une période de 2pi, eh bien, en fait, si on veut une période de 1, il suffit de multiplier dans le cosinus, non pas par 2, mais par 2pi. Et là, en fait, on obtient que la période sera égale à 1. Alors qu'ici, on a la période qui est égale à 2, période de pi, période égale pi. Et bon, le but, nous, c'est pas forcément de construire une sinusoïde dont la période est 1, mais une sinusoïde dont la période est quelconque, ou même la sinusoïde du réseau. La sinusoïde du réseau, elle a 50 périodes par seconde. Ça veut dire que les périodes ne durent pas 1 seconde, mais seulement 20 millisecondes. Alors d'une manière générale, quand on veut avoir une période qui vaut une valeur quelconque, eh bien, on va écrire la sinusoïde comme ça. 2pi sur t fois t. Et t, eh bien, ça sera la période. Voilà. Parce que j'ai vu que quand je multipliais par 2pi, ça divisait la période par 2pi. Et quand je multiplie dans le cosinus par 2pi, ça divise la période par 2pi. Quand je vais diviser dans le cosinus par t, ça va multiplier la période par t. C'est pour ça que quand on est passé de là, la période a été multipliée par t. Voilà. Je pourrais écrire tout. Hein. Ici, on a la période qui vaut 2pi. Ici, on a la période qui vaut pi. Voilà, donc quand je mets le 2 ici, eh bien, ça divise par 2, la période. Et quand je multiplie par, encore par pi, eh bien, ça divise la période par pi. Voilà. Et ensuite, naturellement, pour multiplier la période par t, si je divise par t. Voilà, donc ça nous fait une écriture. On n'a pas fini. Maintenant, on va introduire la fréquence. Alors la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. C'est-à-dire quand vous avez un signal à 50 Hz, par exemple, ça veut dire qu'il y a 50 périodes par seconde. Si on a une sinusoïde à 10 Hz, ça fait 10 périodes par seconde. S'il y a 10 périodes par seconde, c'est-à-dire que chaque période dure 1/10 de seconde. Voilà, typiquement. Et ça va nous donner une relation entre la période et la fréquence. C'est-à-dire que la fréquence, eh bien, c'est le nombre de périodes qu'il y a dans une seconde. Donc comment on fait pour l'obtenir? On part de 1 seconde et on divise par la durée d'une période. Voilà. Et ça nous donnera le nombre de périodes qu'il y a dans une seconde. Donc la fréquence, qui est le nombre de périodes par seconde. Voilà. Alors l'unité, c'est le Hertz. En fait, il faut bien comprendre que ce qui se cache derrière, c'est un nombre de périodes. Je
à la place de l'écrire. C'est le nombre de périodes par seconde. Voilà. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde, et ça pourrait être cette unité, mais c'est long à écrire, c'est pour ça qu'on a défini le hertz. Voilà. Alors, vous voyez que f c'est égal à 1 sur t, ben 1 sur t, on l'a dans le cosinus, et donc quand on veut écrire une sinusoïde directement avec sa fréquence, eh bien, on va l'écrire comme ça. Allez, on prend le tableau. On écrira y égale, donc l'amplitude que je maintiens égale à 10 fois cosinus de pi ft. Enfin, le f c'est celui-là, je vais l'écrire comme de la même manière. Voilà. Donc là, on commence à se rapprocher de la manière générale d'écrire une sinusoïde. Mais ces sinusoïdes, est-ce qu'on a décrit toutes les sinusoïdes possibles avec ça? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que ces sinusoïdes, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles prennent tout leur maximum pour t égale 0, au même moment. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir avoir une sinusoïde qui est décalée dans le temps. On a vu d'ailleurs, pour faire le champ tournant, il faut des sinusoïdes décalées dans le temps. Et donc, je vais essayer de voir comment on peut faire une écriture qui permet de décaler une sinusoïde dans le temps. Alors, la première idée qui vient, pour faire ça, eh bien, ça va être d'injecter un retard. C'est-à-dire, au lieu d'écrire y égale 10 cosinus, par exemple, cosinus de pi ft, voilà, je pars de ça, eh bien, je vais pas utiliser le temps courant ici, je vais faire un changement d'origine du temps. Voilà, je refais ma sinusoïde. Pour le moment, elle prend son maximum pour t égale 0. Donc, je fais la sinusoïde. Bon, la période, elle peut être quelconque, ou la fréquence peut être quelconque, et ici, j'ai le 0. Voilà, c'est pour t égale 0 ici. Non, pardon. Le 0, c'est quand la sinusoïde est à son maximum, puisqu'on a utilisé une fonction cosinus. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, mettons que je fais un sinusoïde qui prend son maximum pour t égale, je sais pas, mettons ici. Allez, on va dire c'est 1 seconde ici, admettons. Et je veux une sinusoïde, et bien au lieu qu'elle passe par son maximum ici, je veux qu'elle passe par son maximum à t égale 1, comme ça. Après, on dessine la sinusoïde à la même fréquence. Et bien, mathématiquement, pour faire ça, il suffit de remplacer le t que j'avais initialement par t-1. Voilà. Et là, on va se persuader que ça fait bien la valeur maxi pour t égale 1, parce que si j'injecte t égale 1 ici, ça me fait du 1 moins 1, ça fait 0 dans le cosinus. 0 dans le cosinus ici, bien, un cosinus de 0, ça fait 1. Fois les 10, ça donne la valeur maximum qui est de 10 ici. Alors, on travaille avec une sinusoïde ici qui a une valeur maximum de 10. Voilà. Donc quand vous mettez t-1, ça décale la sinusoïde, et en fait on dit que ça la retarde de 1 seconde. Si je mets t-2, ça la retarde de 2 secondes, etc. Et je peux mettre ce que je veux. Voilà. Et si jamais je veux retarder cette sinusoïde d'un quart de période, par exemple, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre? Si je veux la retarder d'un quart de période, eh bien, la période, je connais, hein, c'est t. Eh bien, je vais mettre moins t sur 4. Voilà. Là, j'obtiens une sinusoïde retardée d'un quart de période. Et en général, on laisse pas l'écriture comme ça. On écrit, on développe la parenthèse ici, ça fait 2 pi ft. Petit t. Moins 2 pi f qui multiplie t sur 4. Et puis je vais encore écrire dessous 2 pi f. Alors là, qu'est-ce qui va me rester? F, je vais la remplacer tout de suite, hein, donc ça c'est 1 sur t. Voilà, ça me finit du temps. Donc t divisé par t, ben ça se simplifie. Voilà, il faut juste comprendre que le f fois t, ça fait 1. Et ensuite, on a 2 pi sur 4. Eh bien, 2 pi sur 4, c'est la même chose que pi sur 2. Voilà. Donc, si je veux une sinusoïde qui est retardée d'un quart de période, donc un quart de période, ça ne nous le met pas là, hein, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est la période. Voilà, je la coupe en deux, la période. Là, ça me donne là. Et un quart de période, c'est là. Alors, donc la sinusoïde décalée d'un quart de période, qu'est-ce qu'elle a? Ben, c'est celle qui va prendre son maximum. Donc là, c'est t sur 2, t sur 4. Elle va prendre son maximum quand la sinusoïde d'origine passe par 0. Voilà.
Et donc elle va ressembler à ça. Et en fait, on voit que cette écriture, donc cosinus de pi ft moins pi sur 2, correspond à la courbe verte, hein, qui prend son maximum ici pour t sur 4. Et en fait, cette sinusoïde est décalée quand on met moins pi sur 2, ça décale d'un quart de période. Et un quart de période, on peut le comprendre aussi, puisque un tour de cercle trigo, c'est 2 pi, et pi sur 2, eh bien, c'est un quart de tour. Voilà, on peut le voir comme ça. Alors ensuite, on peut écrire comme ça les sinusoïdes décalées, non pas de un quart de période, mais de un tiers de période. Donc un tiers de période, ça va donner quoi? Ici, je vais mettre, au lieu de t sur 4, je vais mettre t sur 3. Et puis, au lieu de mettre, ici, je vais mettre t sur 3. Et ici, je vais retarder de 2pi sur 3. Voilà. Donc cette sinusoïde-là, par rapport à la sinusoïde de départ, elle est décalée, 2pi sur 3, elle est décalée d'un tiers de période. Et on peut le voir aussi que le tour complet c'est 2pi, et là c'est le décalage, c'est un tour complet divisé par 3. Voilà, un tiers de cercle trigo.